Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus, il est 20 h et il est l'heure de commencer ce live avec vous. J'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Il y a un chat enfin moi je le vois là sur le côté. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. N'hésitez pas à venir commenter. On est là ce soir pour parler d'une thématique qui m'est très chère. On va parler de naturopathie et d'alimentation responsable. Alors, n'hésitez pas, je vois que vous commencez tranquillement à arriver là sur le côté. Ne soyez pas surpris, hein, j'ai la tête qui va bouger un peu à droite à gauche. Comme ça, je peux jeter un œil à vos commentaires en même temps. J'ai aussi des petites notes, hein, soyons clairs. Voilà, donc je vais avoir la tête qui va probablement se baisser un peu de temps en temps, mais c'est un sujet qui est un peu complexe et voilà, et ça m'embêterait de passer à côté d'infos qui sont intéressantes. Alors, hop, alors je lis en même temps. Voilà ce qui se passe à côté. Je vous propose qu'on prenne quelques minutes, le temps que tout le monde puisse arriver, s'installer confortablement, peut-être prendre de quoi noter. Il y a peut-être des choses que vous allez vouloir prendre en note. En tout cas, je peux que vous inviter à vous rapprocher de votre écran. Venez interagir. L'idée c'est que ce soit un échange. Donc n'hésitez pas à attraper votre clavier et à venir commenter. Bien, alors je vous propose qu'on commence par faire quelques petits réglages. Hop. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, est-ce que je parle trop fort, pas assez fort, est-ce que vous pouvez me faire un petit retour là-dessus pour que je puisse m'adapter, et puis on va tranquillement commencer après. Alors, hop. Ok, bon, a priori, tout va bien. Oui, donc je vous l'ai déjà dit, mais voilà, sentez-vous libre de me poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Moi, je suis là pour y répondre. Je ferai de mon mieux, en tout cas, pour y répondre. Et puis, Roland est avec moi ce soir. Il va m'accompagner sur la modération. Donc, s'il y a d'aventure des questions qui passaient au travers les mailles du filet, on reviendra vers vous avec des réponses par mail. Il y a évidemment un replay qui est disponible, donc voilà, si vous pouvez pas écouter tout le live ce soir, pas de panique, vous pourrez y revenir tranquillement quand ce sera le moment. Que vous dire d'autre? Voilà, vous avez tout sous les yeux. Je vous propose que il est quoi? 20h04. Allez, je vous laisse encore une petite minute pour arriver tranquillement et après on va commencer. J'en profite pour boire un petit coup d'eau. Bon, allez, c'est parti. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Ombeline. Je travaille en tant que naturo depuis 2016 et ma spécialité c'est l'éducation alimentaire. Donc je reçois aussi bien en consultation qu'en atelier. En fait, je fais pas mal d'ateliers en entreprise et en fait l'idée c'est de faire le lien entre ce qu'on met dans notre assiette et la consommation, l'alimentation et la consommation responsable de manière générale. Donc j'ai monté toute une série d'ateliers autour de ça qui vous permettent d'être plus conscient de la façon dont vous vous alimentez et la façon dont vous consommez. J'ai écrit un livre dont vous apercevez la couverture là en 2016 qui était justement un guide d'initiation à la consommation responsable. Il est paru aux éditions Jouvence. Et voilà, ça c'est pour moi.
Donc ce soir, on est là pour parler donc de naturopathie et d'alimentation responsable. On vient de sortir de la période des fêtes, on arrive, la nouvelle année vient de commencer. J'espère que vous avez souhaité tous vos vœux à droite à gauche. J'en profite moi pour vous offrir les miens. Et justement, en vous souhaitant une bonne année, je vous souhaite aussi une bonne santé et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Et donc, on va aborder toute une série de thématiques. La première, c'est qu'on va parler du cercle de la malbouffe. C'est un cercle vicieux. On va en parler plus en détail après. Et vous verrez que, contrairement à ce que vous pouvez penser, il n'est pas forcément question de frites, de coca, de burgers, comme c'est souvent l'image qui nous vient en premier lieu quand on parle de malbouffe. On verra quel impact ça peut avoir sur la santé, sur notre organisme, qu'est-ce qui se passe. Et puis, je vous parlerai d'un procédé dont les industriels sont très très friands aujourd'hui, qui s'appelle le cracking du blé. Et puis on verra aussi que voilà, là je vais vous parler du blé, mais que ça s'étend à bien d'autres céréales, ce qui vous permettra de comprendre un petit peu ce qui se cache derrière les mots un peu barbares qu'on trouve parfois au dos des produits qu'on achète. On parlera aussi évidemment de pics de glycémie, de prise de poids, parce que tout ça est étroitement lié. Ensuite, on s'amusera à retourner justement les fameux produits pour que vous puissiez, pour qu'on puisse voir par où commencer. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention, etc. On fera un petit zoom aussi sur le Nutri-Score qui n'est autre que la meilleure façon de procéder, c'est de faire par soi-même. Le Nutri-Score, c'est un très très bel exemple. Et puis après, évidemment, une fois qu'on aura abordé tout ça, je vous proposerai des solutions pour pouvoir faire évoluer peut-être vos habitudes. J'espère en tout cas que je vous en aurai donné envie. Et puis après, on jouera. J'ai préparé une série d'étiquettes et puis on s'amusera à décortiquer tout ça ensemble. Voilà. J'aimerais, avant de commencer, vous dire une chose. Ce que je vous raconte ce soir, c'est issu de mon expérience, c'est issu de ma pratique de naturo. Je vous invite à rester critique vis-à-vis de tout ce que je vous raconte. C'est un conseil qui, moi, m'a été donné à l'époque dans ma formation, et c'est quelque chose qui m'est resté en tête depuis et que je trouve vraiment très important. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions pour que je puisse aller plus loin, ou si je peux vous orienter pour justement vous aider à pousser la réflexion, etc. Je le ferai très volontiers. Bien, alors je vous propose qu'on commence tout de suite. Voilà, je vois que vous arrivez. Vous êtes déjà pas mal arrivés. Soyez les bienvenus. C'est parti. Donc, la première chose à comprendre, c'est ce que j'appelle moi le cercle vicieux de la malbouffe. Le cercle vicieux de la malbouffe, c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. On est dans une période d'inflation, concrètement, où tout devient plus cher, que ce soit les loyers, que ce soit l'essence, que ce soit l'alimentation, enfin les ressources, les matières premières de manière générale, les prix ont tendance à s'envoler. D'accord ? Le réflexe numéro 1 quand on fait ça, c'est quand on va ensuite faire des courses, de s'orienter vers des produits qui sont les moins chers. D'accord ? Alors, ce qu'on fait, c'est que donc on va choisir les produits à bas prix, pour une question de budget donc, et puis petit à petit, comme très souvent ce sont des produits à bas prix, ce sont des produits dont la qualité est pas terrible, le corps va peiner à puiser les ressources dont il a besoin pour assurer son fonctionnement. D'accord ? Donc petit à petit, vous allez commencer à avoir des troubles qui vont arriver à droite à gauche. Peut-être que vous allez avoir un rhume, peut-être que vous allez commencer à avoir des petites allergies, peut-être que vous allez avoir des troubles digestifs, etc. C'est des choses qui peuvent arriver tranquillement. Jusqu'au point où ça va devenir désagréable, vous allez prendre rendez-vous avec votre médecin qui lui va diagnostiquer ce que vous avez, vous donner des médicaments. Vous donnez en tout cas une prescription. Vous allez ensuite aller à la pharmacie, donc avec la fameuse prescription. Vous allez prendre des médicaments qui vont apaiser les symptômes que vous présentiez. Et puis petit à petit, le problème, donc vous allez aller mieux. Et puis petit à petit, le problème va se représenter, puisque la source initiale, à savoir que l'alimentation que vous aviez n'était peut-être pas de super qualité, ça reste inchangé. Voilà. Et donc c'est une espèce de boucle comme ça infernale, et qui veut que en fait
le budget qu'on consacre pas à une alimentation de qualité, au final, c'est peut-être un budget qu'on dépense après chez le médecin, chez le pharmacien, etc. Donc, alors, vous allez me dire, oui, mais il y a de la sécurité sociale, c'est pris en charge, etc. Oui, mais alors, ça c'est encore une fois c'est mon point de vue, mais je pense que la santé et notre corps c'est ce qui constitue notre bien le plus cher, et pour cette raison-là, il me semble important d'en prendre soin nous et de pas systématiquement la confier à quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est mon point de vue. Alors maintenant, quel rapport on fait entre la naturopathie et puis l'alimentation? Le principe même de l'alimentation, c'est de repenser à la citation d'Hippocrate et qui préconisait que l'aliment soit ton seul médicament. Et donc justement, c'est une invitation à prendre soin de soi au travers de l'alimentation. Donc le naturo, ce qu'il fait très souvent, c'est qu'il s'intéresse à l'alimentation de son client, et à la seconde où on s'intéresse au contenu, c'est aussi intéressant de regarder la qualité. Voilà. C'est toute une question de qualité, hein, tout ça, concrètement. Voilà, j'espère que c'est clair. J'espère que jusque-là c'est clair pour vous. Si vous avez des commentaires à faire, des avis à donner, ou même des questions, je vous en prie, n'hésitez pas à vous manifester. On est là pour échanger. Et moi je trouve ça nettement plus sympa de pouvoir interagir avec vous plutôt que de dire tout ce que j'ai à vous raconter comme ça sans échange. Alors, je vous le disais, tous ces aliments-là, en fait, la malbouffe, ce que j'appelle moi la malbouffe, c'est très souvent des aliments qui sont ultra transformés. D'accord ? Les aliments ultra transformés, c'est ce qu'on retrouve en supermarché. En supermarché, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous sauriez dire combien d'aliments sur 10, attendez, je vais la reformuler correctement, combien d'aliments sur 10 sont considérés comme ultra transformés, d'après vous? Si vous deviez donner un chiffre, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que ce serait 2 sur 10? Est-ce que ce serait 5 sur 10 ou plus? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez vous prononcer sur le sujet? En fait, on considère en supermarché que 7 aliments sur 10 sont dits ultra transformés, d'accord? Et il y a récemment une étude de l'UFC Que Choisir qui a été relayée et qui en fait concluait au fait que un Français en moyenne par an consomme à hauteur de 4 kilos d'additifs. Donc c'est absolument énorme et ça peut aller jusqu'à 10 kilos pour les plus gros consommateurs en supermarché. Corrélé à ce chiffre, il y a l'augmentation des cas, et c'est ce qu'on retrouve là, des cas de diabète, de surpoids, mais aussi de ce qu'on appelle la stéatose hépatique, qui est en fait le syndrome du foie gras, concrètement. Et voilà. Et ça, c'est des choses ce sont des choses qu'on retrouve de plus en plus. En France, notamment, le seul problème, c'est que quand on retourne un produit, on sait pas nécessairement ce que ça veut dire, comment c'est fait, et quelle incidence ça peut avoir sur le corps. Alors, des additifs, là, comme vous pouvez le lire, des additifs, il y en a beaucoup qui sont autorisés en Europe. Et alors, évidemment, on met pas tout dans le même panier. Il y en a qui présentent pas de risque, comme par exemple le E300, qui est par exemple ce qu'on appelle l'acide ascorbique, c'est la vitamine C. C'est un autre nom pour la vitamine C. Alors parfois sur les étiquettes, on arrive à le lire en entier et peut-être que ça nous rappelle quelque chose et on se dit ah oui tiens celui-là il est pas terrible. Ou alors c'est un additif. Le E300 typiquement il présente aucune difficulté. Il y en a un dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années, c'est le E250. Qu'on retrouve beaucoup dans les charcuteries. C'est un additif c'est donc les nitrites et c'est considéré comme des produits qui sont cancérogènes. Voilà.
Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire sur le sujet? N'hésitez pas à réagir en commentaire, hein, j'y reviens à chaque fois, mais voilà, s'il y a des choses, sur lesquelles voilà, vous avez des questions ou des choses qui vous semblent peut-être pas claires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me relancer, j'y répondrai avec grand plaisir. Ok, et oui, c'est ce que j'ai mis dans l'encadré là, le principe de l'ingrédient ultra transformé, et je vais vous le détailler après, c'est que globalement, il présente beaucoup plus de sucre qu'un aliment qu'on considère comme brut. Voilà. Alors, je vous en parlais en préambule tout à l'heure, j'aimerais là maintenant qu'on aborde ce qu'on appelle le cracking du blé. Le cracking du blé, c'est un principe de transformation. Alors, la transformation, c'est quelque chose qu'on fait depuis la nuit des temps. Par exemple, on va... alors c'est pour des questions de goût, de conservation aussi très souvent. Mais par exemple, on va transformer le blé en farine, on va transformer le raisin en vin, on va transformer le lait en fromage. On va pouvoir aussi fumer par exemple le poisson pour pouvoir le conserver plus longtemps, lui apporter un goût différent, une texture aussi un peu différente. Donc voilà, ça c'est le procédé de la transformation. C'est quelque chose qu'on fait depuis vraiment longtemps. Le problème, c'est que depuis les années 80, qui était donc une époque d'hyper-industrialisation, les procédés sont devenus, les procédés ont été en fait de plus en plus poussés. Et c'est ce qui a amené à ce fameux cracking que je vais vous détailler ici. L'intérêt en fait pour les industriels, il est double. Le premier, c'est que ça permet d'être beaucoup plus rentable, et le deuxième, c'est que ça permet de pouvoir gagner, comment dire, en texture, en goût, en couleur. Voilà, on peut jouer là-dessus. Alors pourquoi c'est plus rentable? Eh bien parce que si vous prenez mon petit schéma là, comment ça se passe? Un industriel va venir avec le blé, il va confier son blé à ce qu'on appelle une amidonnerie, et c'est elle en fait qui va se charger de fractionner la céréale. D'accord? C'est ça en fait le principe. Le principe du cracking, c'est un procédé qui est issu de la pétrochimie, et le but, c'est de venir chauffer à très haute température un composant pour pouvoir le décomposer. Alors ça va être un peu, il va y avoir beaucoup de composants dans ma phrase, mais voilà, c'est la seule qui me vient là. L'idée, ça va être donc de chauffer à très haute température pour pouvoir fractionner la matrice brute, en fait, en composants qu'on va pouvoir ensuite recomposer à l'infini. Donc le cracking, c'est en fait un principe de décomposition, recomposition. Je vous l'explique plus en détail avec le schéma. Vous prenez votre grain de blé, d'accord? Vous l'amenez dans une amidonnerie. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est que il va y avoir un premier fractionnage. Premier fractionnage va être mis de côté donc le germe, le son, et ensuite la farine blanche. Voilà, c'est déjà fractionné en trois parties. D'accord? Pourquoi je dis que c'est rentable? Parce que le son, il va pouvoir, par exemple, être donné aux agriculteurs pour qu'ils puissent nourrir le bétail, par exemple. C'est aussi quelque chose qui se vend très bien dans les magasins bio pour les gens qui ont des problématiques digestives, par exemple, de constipation. Le germe, on va pouvoir en faire une huile, par exemple, l'huile de germe de blé, qui coûte extrêmement cher. Et puis la farine, après, on va pouvoir continuer de la fractionner encore et encore. Et en fait, on considère qu'entre le grain principal et le tout dernier composant, il peut y avoir 13 fractionnements. Donc, de la farine blanche, je reprends mon schéma, on va de nouveau fractionner, donc le passer encore à haute température, pour obtenir du gluten d'un côté, de l'amidon de l'autre, et puis l'amidon encore ensuite, on va pouvoir le fractionner encore et encore et encore et encore et encore, pour obtenir là, ce que je vous ai noté là, le sirop de glucose, les maltodextrines, etc., etc., etc. Inutile de vous dire que plus c'est transformé, plus c'est raffiné, et moins c'est intéressant sur le plan nutritionnel, d'accord? C'est un peu, pour vous donner un exemple, si vous mangez par exemple une baguette de pain blanc,
vous ne la mangez pas du tout de la même façon que si vous mangez une baguette de pain avec un blé complet, par exemple. En termes de satiété, c'est pas du tout la même chose, d'accord? Là, ce que je vous raconte, là, je vous ai mis un petit mot en haut. Je vous parle du blé, mais c'est quelque chose c'est un procédé qu'on utilise aussi beaucoup avec le maïs, le riz et puis toutes les protéines, style les pois, les haricots, les lentilles, etc., etc. Le problème de cette déstructuration-là, ah oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un principe de déconstruction, reconstruction. Je vais vous donner l'exemple du pain de mie, le pain de mie complet enrichi en fibres, par exemple. Voilà, ça c'est un grand classique des industriels. Un pain de mie donc complet, donc on va utiliser en premier ingrédient une farine, généralement c'est semi-complet, hein, c'est pas vraiment complet. Mais on va utiliser une farine donc entière avec un blé qui est à peu près correct. Et après, on va rajouter après des fibres en plus pour pouvoir lui donner une consistance. Je sais pas si vous avez déjà goûté ces pains-là, mais très souvent il y a un genre de petit, il y a presque un petit craquant sous la. Alors ça reste un pain qui est extrêmement mou, je suis d'accord, mais il y a presque une petite texture sous la dent. Chaque fois que vous voyez sur un emballage enrichi en, riche en, source de, etc., vous êtes tranquille, c'est que dedans, on a rajouté justement des composants comme ça qui ont été extrêmement raffinés. La problématique de ça, c'est que ça amène une réponse glycémique qui est hyper importante. Alors n'hésitez pas, c'est peut-être un peu dense ce que je suis en train de vous raconter là. Si vous avez des questions, des choses qui vous semblent pas claires ou des points sur lesquels vous auriez besoin de précision, n'hésitez pas à me dire. Je suis vraiment là pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce sujet? Toc, toc, toc. Je suis clairement en train de lire mes notes, hein, soyons clairs. Hop. Oui, pour reprendre un autre exemple, il y a le maïs. Je vous l'ai mis dans le petit texte là. Je vous disais que ça marchait bien avec le maïs. Le maïs, si on prend un maïs qui est brut, il est très riche, par exemple, en ce qu'on appelle les composés qui sont phénoliques. C'est des composés qui sont intéressants pour la santé parce qu'ils sont non seulement anti-inflammatoires, mais ils sont aussi antioxydants. D'accord? Une fois que le maïs est transformé, par exemple, en cornflakes, il présente plus du tout ces composés-là, en fait. Donc, si on devait résumer un petit peu le principe du cracking, c'est un procédé qui va venir éclater, donc qui va venir partir de la matrice brute d'une céréale ou quoi que ce soit, qui va venir éclater cette matrice-là, donc complètement disperser en fait son réseau de fibres, de nutriments, etc., etc. Et pour donner en fait après quelque chose qui est complètement comment je veux dire ça, qui est complètement décorrélé en fait. Et dans les recettes après, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a éclaté, on va de nouveau rassembler tous ces aimants-là au moyen de ce qu'on appelle les ACE. Les ACE sont des agents cosmétiques et économiques, et c'est ce qui va permettre en fait de donner un peu de liant, un peu de sens à toute cette recette-là. Voilà. Encore une fois, si c'est pas très clair ce que je vous raconte, n'hésitez pas à me dire sur le chat. Le problème donc de ce procédé-là, c'est que il entraîne une réponse glycémique qui est importante. Une réponse glycémique, qu'est-ce que ça veut dire? Alors,
Je vais vous donner un exemple. Quand on mange de manière générale, il va y avoir une réponse glycémique. Généralement, ça se fait, vous allez manger quelque chose, le taux de glucose dans le sang va s'élever, hop, et puis vous allez par exemple vous mettre en mouvement, ou voilà, et donc petit à petit, il va y avoir une régulation, et hop, ça va descendre. Et en fait, quand tout se passe bien, on a une courbe en fin de journée qui est un peu sinusoïdale comme ça, qui est fluide, d'accord ? Quand, je vais vous donner un exemple, parce que j'ai vu ça il y a encore pas très longtemps, quand vous prenez un bol de céréales le matin avec, je sais pas moi, des chocs à pic par exemple dedans, vous commencez la journée avec une grosse dose de sucre, donc ça veut dire que vous allez faire un pic de glycémie, et qui dit pic dit chute. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben à 10 heures, vous êtes à la machine à café, vous êtes en pleine hypoglycémie, vous allez remanger un petit gâteau, un truc comme ça. Paf, vous allez remonter. Ok, ensuite, vous allez déjeuner. Ensuite, de nouveau le goûter. Et en fait, vous passez vos journées à faire ça, en fait. À faire alors du coup, vous voyez pas la moitié de mon écran, mais vous passez votre journée à faire des pics comme ça, qui sont très importants. Or, s'il y a bien une chose que le corps n'apprécie pas, c'est aussi bien les carences que les surcharges. Lui, ce dont il a besoin, c'est l'équilibre. Donc quand on fait un pic, qu'est-ce qui se passe? Le pancréas va entrer en piste de façon à retrouver l'équilibre. Le problème, c'est que l'excédent en fait d'énergie de sucre, il va la stocker sous forme de graisse. Et il va la stocker où? Dans les tissus adipeux, pardon. Donc ça va être au niveau de la peau, et c'est là où on va voir par exemple apparaître la cellulite, ça va être au niveau de l'abdomen peut-être, et puis petit à petit, si jamais c'est quelque chose qui se reproduit trop fréquemment, trop souvent, etc., eh ben ça peut arriver au niveau du foie. C'est là où on se retrouve avec les cas de stéatose hépatique. Et puis après, ça peut avoir une incidence et endommager véritablement le pancréas qui, lui, peine à maintenir en fait cet équilibre-là. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est de plus en plus sédentaire. On mange de plus en plus industrialisé parce que on n'a pas le temps, on n'a pas de sous et donc on va au plus rapide et donc on a en fait cette espèce d'habitude qui se met en place et derrière le corps ne parvient plus à suivre. Donc ça commence peut-être par une petite prise de poids et puis après ça peut arriver à des cas qui sont beaucoup plus complexes à gérer, comme on l'a vu tout à l'heure avec du diabète, de l'obésité, la stéatose hépatique, etc., etc. Voilà. Je sais pas si c'est clair pour vous. Le problème donc ça c'est pour l'aspect glycémique. Il y a aussi un problème au niveau de la satiété. Une matrice quand elle est complète, elle va avoir un rôle sur la satiété. D'abord parce que elle va demander à être plus longuement et plus consciencieusement mâchée. Et elle va permettre à la digestion de se faire moins rapidement. D'accord? Alors quand la matrice est complètement éclatée, comme c'est le cas par exemple là avec dextrose, sirop de glucose, etc., et ben là on va plus du tout avoir la même réponse à la satiété, et c'est ce qui va nous encourager à manger davantage, etc., etc. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Est-ce que jusque là ça vous paraît clair? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à réagir sur le chat. Alors attendez, je regarde, j'en profite pour boire un petit coup d'eau. Je crois que justement la prochaine, voilà, ça c'était un exemple de la glycémie. Je bois juste un petit coup d'eau. Hein. Je vous disais tout à l'heure que plus un aliment est raffiné, transformé, et plus l'incidence, la réponse glycémique est importante. Là, je vous ai donné l'exemple de la pomme et du soda à base de jus de concentré de pomme. Quand on mange, voilà, je vous invite à lire le petit texte. Voilà, 30 minutes après avoir mangé une pomme, on a donc la glycémie qui s'élève de manière modérée. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quand elle est réduite en compote, cette fameuse pomme, la glycémie, elle sera légèrement plus haute, et puis la sensation de satiété, elle sera plus basse. Ça, c'est aussi dû au fait que très souvent la compote, on la mâche pas. On la mange, on la mange comme ça.
Et on n'a pas ce travail de mastication là. Quand c'est en jus, là c'est la même chose. Donc les sucres, c'est ce que j'ai noté là, les sucres qui étaient en fait emprisonnés donc dans la matrice sont libérés. Et donc là, ils passent nettement plus vite dans le sang. La glycémie monte encore d'un cran. Et là, la satiété diminue encore et encore. Et alors, apothéose avec un soda qui lui est à base de jus concentré, donc inutile de dire que là il y a plus grand chose en fait qui était intéressant dans la pomme qu'on retrouve dans ce soda là, notamment aussi parce que derrière on va souvent retrouver des arômes, des colorants, peut-être des bulles aussi, voilà. Voilà. Est-ce que ça vous semble clair? Est-ce que vous aviez déjà eu des exemples comme ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu peut-être expérimenter aussi? Est-ce que voilà, si vous avez l'habitude de consommer, je sais pas, du jus de pomme ou des choses comme ça, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà remarqué, identifié? N'hésitez pas à me dire dans le chat. Alors, voilà, bon, le temps était venu pour les questions. Ensuite, donc donc ça c'était pour la première partie. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde plus précisément. Hop, j'aimerais qu'on s'intéresse aux étiquettes. Donc, alors je vous mets en condition, hein. L'étiquette, elle est un petit peu c'est comme si on était dans un rayon, c'est écrit tout petit, elle est un petit peu de travers, voilà, c'est difficile à déchiffrer. Là, je serais curieuse de savoir comment vous y prenez pour décrypter une étiquette. Par où est-ce que vous commencez? Qu'est-ce que vous regardez sur l'emballage? Est-ce que vous commencez par regarder, par exemple, la liste d'ingrédients? Ou est-ce que vous regardez s'il y a des labels peut-être, ou s'il y a des emballages pour ceux qui seraient voilà, intéressés par cette démarche de zéro déchet. Par où est-ce que vous commencez? Est-ce que vous pouvez me dire? Je vous laisse répondre tranquillement. L'intérêt de lire les étiquettes, il est multiple. D'abord, quand on suit par exemple un régime, je sais pas, sans gluten ou sans lactose, ou même si on est végétarien ou quoi que ce soit, c'est important de pouvoir retourner le produit et s'assurer que voilà le produit l'aliment qui nous pose problème se trouve pas dans la liste d'ingrédients. L'intérêt aussi, c'est parfois de contrôler, je sais pas, les provenances de certains aliments, voir si un produit est bio ou pas, par exemple. Voilà, ça fait partie des intérêts de la lecture d'étiquettes. En plus évidemment de contrôler voilà le rapport qualité-prix, évidemment. Ensuite. Donc là, si on regarde bien donc cette superbe pasta box, si on regarde bien les ingrédients, donc déjà on s'aperçoit que la liste elle est relativement longue. D'accord. Donc ce sont des pâtes fraîches. Dedans donc il y a de la semoule de blé dur. Alors tous les aliments qui sont écrits en gras, vous le savez, hein, c'est des informations pour les personnes qui seraient allergiques. Donc on retrouve donc du blé dur, des œufs et de l'eau. Donc ça c'est pour la composition de la pâte. Ensuite on décrypte la sauce. Donc il y a de l'eau, de la crème fraîche, du jambon. Et là on décrit donc comment le jambon est fait, et c'est là où ça commence à devenir corsé. On s'aperçoit donc qu'il y a de la viande de porc, évidemment, il y a du sel, il y a des épices, des plantes aromatiques, lesquelles on ne sait pas trop. Là, on a un premier additif. On a le fameux conservateur, les nitrites, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le E250. En plus du jambon speck, on a donc un jambon cuit standard. Là, c'est pareil, dans la description, on retrouve le fameux sirop de glucose. Un petit peu plus loin, on retrouve de la dextrose, des arômes naturels, mais sans qu'on sache véritablement de quoi il s'agisse, du lactose, des antioxydants. Enfin bref, vous voyez que la liste est, je vais pas tout lire, mais vous voyez que la liste est quand même conséquente. Une chose est sûre, c'est que à plusieurs endroits, on retrouve
les fameux sels de nitrite, le E250. Voilà, donc ça c'est peut-être quelque chose qui peut nous mettre la puce à l'oreille. Ce qui est intéressant avec ce genre d'emballage, c'est que on peut voir tout de suite sur l'étiquette que c'est un Nutri-Score B. Comment se fait-il qu'un produit qui soit transformé comme ça, parce que là on est d'accord que voilà l'étiquette elle présente un nombre d'ingrédients qui est quand même important. Comment se fait-il que malgré la taille de l'étiquette, le produit puisse être étiqueté Nutri-Score B? Eh ben la réponse elle est extrêmement simple. Je vous le disais tout à l'heure, le Nutri-Score c'est un super exemple de on n'est jamais mieux étiqueté que par soi-même. Le principe du Nutri-Score en fait à la base il partait d'une bonne intention, d'accord? C'est un système d'étiquetage qui a été mis en place en 2016, je crois, avec donc le principe de couleur que vous connaissez. Et puis l'idée, c'était de nous inviter à consommer moins gras, moins sucré, moins salé. Donc en théorie, c'était plutôt intéressant comme démarche. Sauf que le Nutri-Score, il présente 3 petits problèmes. Le premier, c'est qu'il n'est pas obligatoire. Donc ça veut dire que si moi je suis industriel et que mon produit il cadre pas tout à fait avec ce qu'on pourrait identifier comme une alimentation saine, je vais éviter de renseigner le Nutri-Score. La deuxième chose, c'est qu'il prend pas en compte les marqueurs d'ultra-transformation. Les marqueurs d'ultra-transformation, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le petit schéma, avec la maltodextrine, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui est absolument pas pris en compte par le Nutri-Score. La dernière chose, et c'est ça que je trouve incroyable, c'est que si un industriel a par exemple sur un produit un Nutri-Score qui est pas à son sens satisfaisant, il va pouvoir simplement changer la recette pour obtenir un Nutri-Score qui va plus à son avantage. Et pour ce faire, évidemment, le recours très souvent, c'est de supprimer les premiers ingrédients qui sont des ingrédients bruts pour pouvoir les remplacer par des additifs, puisqu'ils ne sont de toute façon pas pris en compte par le Nutri-Score. J'ai un exemple après à vous montrer qui est assez édifiant. Une chose est sûre, c'est que voilà, il y a près de 55% des produits qui sont étiquetés Nutri-Score A et qui sont en fait des produits ultra transformés, et 72% des produits qui sont notés B le sont. Voilà, donc c'est assez incroyable. Je vous donne un exemple juste là. Avec cette marque, enfin avec ce principe donc du cacao, donc sur l'image le cacao au champ, on a une liste d'ingrédients qui est assez succincte, hein. Il y a du cacao en poudre, il y a un correcteur d'acidité, donc ça c'est ce qui permet aussi de conserver la poudre. Et néanmoins il est noté Nutri-Score C. Et à côté, on a un produit tout plein de couleurs, avec une belle étiquette qui annonce qu'il y a moins de sucre, et heureusement, parce que quand on regarde les ingrédients qui sont dedans, je vais me rapprocher un peu parce que je vois pas hyper bien, mais c'est principalement du sucre. Là, on retrouve le fameux cacao, mais il y a aussi de la dextrose, et puis derrière, il y a toute une série donc de composants qu'on a rajoutés, la vitamine D, il y a de la thiamine, il y a de la vitamine C, puis des minéraux, des émulsifiants, des arômes chocolat, cannelle, etc. Enfin, la liste est longue comme le bras, et pour autant, il est marqué comme étant Nutri-Score A. Peut-être que vous l'avez, si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux et si c'est une question qui vous intéresse, peut-être que vous avez déjà vu ça sur je sais plus qui est-ce qui en a parlé. Il me semble que c'est Foodwatch qui en a parlé. Une polémique autour du Roquefort et qui justement bénéficiait d'un Nutri-Score terrible, alors que bah oui forcément le Roquefort, un bon Roquefort, c'est forcément un produit gras.
Et donc voilà, et donc il était épinglé comme étant un produit nocif, alors qu'en réalité, voilà, un bon roquefort, bah oui, c'est le principe même qu'il soit gras, qu'il soit coulant, etc. Enfin, voilà. Ça marche aussi avec les huiles hein, qui sont estampillées d'office comme étant nocives pour la santé, enfin qui bénéficient en tout cas du E qui est en rouge, etc. Donc on a bien tous les codes de danger. Voilà, ça c'était pour vous donner un exemple. Est-ce que vous avez, je sais pas, au supermarché, fait l'observation de ça justement de Nutri-Score qui était un peu étrange sur des produits que vous consommez ou que vous avez peut-être arrêté de consommer parce que vous étiez attentif au Nutri-Score ou des choses comme ça. Est-ce que c'est une réflexion que vous étiez déjà faite à ce sujet-là? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous manifester si vous avez des expériences là-dessus. Je serais curieuse d'y jeter un œil. Voilà. Alors ensuite, hop. L'idée, donc, vous l'avez compris, c'est d'adopter des meilleurs réflexes. Alors. C'est sûr que quand on regarde les listes d'ingrédients en supermarché, il y a toujours un moment où on finit par se gratter la tête en disant « Ok, mais en fait, qu'est-ce qu'on va finir par manger ?» L'idée, de manière générale, c'est de se méfier des allégations marketing. J'ai commencé à vous en parler tout à l'heure. Chaque fois que vous avez des trucs écrits en super gros, source de, enrichi en, ou alors moins de sucre, ou alors machin, vous êtes à peu près sûr qu'en retournant le produit, vous allez trouver soit un substitut, soit une liste longue comme les bras de produits que vous aurez des difficultés à prononcer. Voilà, très souvent, quand voilà, c'est un peu le principe de regarde ma main pendant qu'avec l'autre, je suis en train de faire complètement autre chose, quoi. C'est un peu l'idée. Donc, je vous mets ensuite privilégier le bio. Alors. L'idée en fait c'est pas de forcément vous orienter vers le bio, le label bio. Je m'en fiche éperdument. D'autant que j'ai vu récemment et j'en ai parlé sur ma page Instagram que il existait des chocs à pic version bio maintenant. C'est tout à fait intéressant. Donc en fait on a le choix entre un pic de glycémie bio et un pic de glycémie conventionnel, grosso modo. J'ai fait un genre de comparaison entre les deux produits, et c'est un peu à ça que ça ressemble. Alors évidemment, dans la version bio, il y a un peu moins d'additifs et de marqueurs d'ultra transformation. Néanmoins, ça reste un produit qui est super sucré. Et j'en profite pour vous parler aussi d'un autre procédé qui s'appelle la shrinkflation. Donc shrink pour réduire et flation en rapport avec l'inflation. L'idée justement, c'est de pouvoir amortir un peu la hausse des prix des matières premières et pouvoir proposer une version bio, parce que c'est super tendance de manger bio, en supermarché, sans pour autant que le budget, sans pour autant demander un budget colossal. Donc, ce qu'ils font très souvent, c'est qu'ils réduisent les portions dans les paquets. Donc les emballages font exactement la même taille, sauf qu'à l'intérieur on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de produits. En fait, les sachets sont beaucoup plus vides, et en fait la seule chose qui vous indique que il y a une différence de poids entre deux produits, et ben c'est simplement l'indication, est-ce que c'est 375 grammes ou 410, ou enfin voilà, je dis n'importe quoi, mais voilà. Donc jetez un œil là-dessus, parce que ça permet de on se dit souvent qu'on fait une bonne affaire, alors qu'en fait pas du tout. Donc soyez attentifs là-dessus. Ce que j'entends surtout par privilégier le bio en réalité, c'est de s'orienter en fait vers les circuits courts. Quand on s'oriente vers les circuits courts, on s'affranchit du prix des emballages qui représente une part importante du prix des choses qu'on achète, hein, globalement.
on considère à peu près que c'est à hauteur de 15%. Donc ça veut dire que, admettons, vous avez dans votre cuisine, voilà, j'ai la même chose chez moi, hein, enfin voilà, qu'on soit clair. Dans votre cuisine, vous aimez avoir des bocaux avec des petits gâteaux dedans, par exemple, etc. Sauf que les produits que vous allez, enfin les gâteaux que vous allez acheter en supermarché, très souvent, ils ont un premier emballage donc en carton, ensuite ils ont une espèce de barquette un peu en plastique. Et soit ils sont posés dedans, soit au contraire il y a encore des paquets individuels. Quand vous rentrez chez vous et que vous libérez tout ça pour le mettre dans votre bocal, c'est comme si vous preniez des sous et que vous les mettiez à la poubelle. C'est exactement la même chose. Voilà, l'idée du circuit court, donc, c'est pouvoir s'affranchir de ce prix-là, c'est pouvoir aussi évidemment consommer de saison, donc avec des produits qui ont tout leur, comment dire, qui ont toutes leurs propriétés, tout leur goût, toute leur saveur, enfin bref, tout ce qu'elles ont de meilleur à offrir au bon moment, concrètement. Voilà, enfin moi c'est quelque chose que je vois particulièrement. J'habite pas très loin de l'Espagne et on a l'impression que c'est l'été en permanence. Il y a des courgettes tout le temps, des tomates tout le temps. Voilà, et en fait au bout d'un moment on perd complètement la notion de saisonnalité et c'est fort dommage. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important. Et ensuite donc traquer les sucres et les matières grasses cachées, oui évidemment. En fait, sur une étiquette, tout ce qui finit par ose, méfiez-vous-en. Tout ce qui est dextrose, glucose, tout ce qui est qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein. Ça marche aussi avec maltodextrine. Toutes ces choses-là, voilà, si ça fait partie des premiers ingrédients dans la liste du produit que vous vous apprêtez à prendre, peut-être regarder s'il n'y a pas autre chose de plus intéressant sur les étagères. Voilà. Oui, je vous mets à la fin. C'est vrai que voilà, l'intérêt aussi de se rapprocher des circuits courts, c'est aussi de faire des économies. Donc justement parce que voilà, on évite le suremballage, on évite aussi les achats d'impulsion parce qu'il y a des promos qui accessoirement très souvent n'en sont pas, ou que enfin voilà, on fait des économies de manière générale. On gagne du temps aussi parce que peut-être que vous aurez commandé sur Internet et que vous allez le récupérer après, ou peut-être que vous pouvez mutualiser aussi avec votre entourage, que ce soit vos voisins, vos amis. Peut-être que voilà, c'est quelque chose, c'est une démarche qui peut se faire à plusieurs. Et puis ça vous évitera de mettre 1000 ans à vous garer sur le parking du supermarché parce que c'est bondé, de mettre 1000 ans à trouver un produit parce que les rayons ont changé de disposition, ou mettre 1000 ans à choisir un produit parce qu'il y a tellement de possibilités dans le rayon que voilà, vous avez du mal à comparer et savoir lequel est le moins pire entre guillemets pour votre santé. Et évidemment, l'idée de mieux se nourrir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'idée, c'est de pouvoir manger des aliments qui soient plus intéressants, qui soient plus bruts, qui soient plus intéressants sur le plan nutritionnel. Et puis mieux se nourrir, ça veut dire aussi peut-être avoir une action aussi sur l'environnement dans lequel on évolue, justement en tenant à l'écart tout ce qui est pesticides, etc., quoi. Voilà. Je sais pas si ça fait sens pour vous. N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire. Voilà pour ça. Alors ensuite, hop. Oui, voilà. J'avais très envie de partager avec vous des pistes pour aller plus loin. Il y a un livre que j'adore et que je conseille absolument à tout le monde. C'est le livre de Christophe Bruisset qui s'appelle « Vous êtes fou d'avaler ça ». C'est un monsieur qui a bossé pendant
des années dans l'industrie agroalimentaire, qui a eu toutes les casquettes possibles et imaginables. Il a été trader, il a été directeur d'achat, il a été, enfin bref, il a eu tout un tas de rôles à jouer dans ce milieu-là. Et donc dans ce livre-là, il décrypte en fait un peu les démarches qui sont mises en place pour pouvoir générer davantage de profits. Et forcément, ça a un impact sur la qualité. Donc, il nous parle aussi bien des charcuteries que des épices. Je les cite clairement, des épices Ducros, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, que les conserves de manière générale. Quelles sont les dérives qui sont La modératrice qui nous a envoyé un message pour nous demander si vous voyez les questions. Je vois absolument aucune question. Excusez-moi, on s'arrête une seconde. Depuis le début? Depuis le début, ouais. Alors, je suis désolée, on a un petit souci. Voilà. Voilà, bah oui. Elle se rendait compte qu'il n'y avait aucune interaction en gros. D'accord. Ah bah oui, tout de suite, ça va vachement mieux. Désolée, j'avais pas vu. Alors pour vous expliquer ce qui se passe, c'est ce qui explique que je suis un petit peu rouge, c'est que depuis le début, je ne vois absolument pas vos réactions, et alors que vous êtes très nombreux à avoir réagi. Et donc, je suis ravie de vous voir. Je me sens tout de suite nettement moins seule. Donc voilà, je suis désolée je suis désolée de pas avoir pu réagir en direct à vos messages. Du coup, je les prends, je prends le temps juste 2 minutes pour les lire. Je suis très contente de vous voir là. Alors, ok. Oui, alors il y a Maude qui parle du vrac. Je reviendrai après sur ce que j'étais en train de vous raconter, mais c'est vrai que le vrac c'est une option qui est hyper intéressante et qui combine tout en fait, aussi bien le zéro emballage que la juste dose dont on a besoin, et donc qui va éviter derrière le gaspillage alimentaire, qui va permettre de faire des économies aussi. Enfin bref, pour moi, le vrac, c'est juste essentiel. Et oui, effectivement, Christine le dit au-dessus, c'est vrai que c'est beaucoup plus abordable d'acheter en vrac. Comment choisir un bon jambon, me demande Kaina. Eh bien, c'est pas compliqué. Un bon jambon, c'est un jambon qui est gris. Donc c'est sûr que voilà, il donne pas tellement envie d'être mangé, mais c'est un jambon qui est gris. Le problème, c'est que même dans les jambons bio industriels, très souvent il y a des nitrites aussi. Donc peut-être aller faire un tour du côté du marché, voir s'il n'y a pas un boucher qui ferait ça encore correctement. C'est vrai que c'est pas simple du tout. Mais voilà, c'est ce qui permet en un coup d'œil de savoir s'il y a des nitrites ou pas, et voilà. Je vois que le Choc à Pic bio, ça vous a bien fait rire. Chouette, je suis pas toute seule. Qu'est-ce que je suis contente que vous soyez là. Alors, Yuka ou pas Yuka, me demande Camille. Alors, le problème de Yuka, c'est que ils en sont un peu restés au Nutri-Score en fait, au principe du Nutri-Score. Donc moi j'aurais pas, enfin voilà, disons que c'est intéressant quand on veut amener ses enfants par exemple, quand on veut les pousser à se poser des questions, etc., et à expliquer pourquoi on va choisir tel gâteau plutôt que celui-là. Voilà, le principe de scanner, etc., ça peut être intéressant. Après, il faut avoir du temps, parce que scanner tous les produits, ça risque de demander un moment. Je vous le mets justement dans cette slide là pour aller plus loin.
Il y a l'application SIGA qui fonctionne bien et qui non seulement s'intéresse à la qualité nutritionnelle des produits, mais s'intéresse aussi à l'impact environnemental, savoir s'il y a beaucoup d'emballage, etc., etc. Donc ça permet de donner une note un peu plus globale en fait. Voilà. Donc moi je trouve ça très intéressant. Et oui, effectivement, Marie-Laure dit que sur Yuka il mentionne les additifs. C'est très juste. Il permet en fait d'identifier qui est quoi, qui fait quoi. Et donc ça c'est intéressant aussi pour quand on est dans une phase d'apprentissage et qu'on veut développer ce sujet-là, c'est vraiment chouette. Alors, quand ils notent sans nitri les indus, peut-on avoir confiance demande Lololan. Le seul moyen en fait d'en avoir le cœur net, c'est de retourner le produit et s'assurer qu'il n'y a pas de E250 dedans. C'est noté aussi sel de nitrite. Voilà, c'est le seul moyen d'en avoir le cœur net. Ensuite, alors je voudrais revenir un instant sur ce que je vous disais avant que vous arriviez à moi. Je vous parlais donc du fameux bouquin donc de Christophe Brusset. Je résiste pas au plaisir de grappiller encore quelques minutes pour vous donner un petit exemple. Christophe Brusset, il a donné il en donne plein dans le livre, mais il donne un exemple qui moi m'a vraiment marqué, je pense, à vie. Un jour, ils reçoivent une cargaison, donc là on parle de plusieurs tonnes de champignons qui sont bleus. Bleu comme la couleur du bouquin, un bleu schtroumpf. Et ils se disent, ils ont aucune vision, ils ont aucune transparence sur ce qu'ils ont subi, quel traitement, etc., etc. Ils savent pas du tout quoi en faire. Donc le lot est immobilisé. Donc là, on parle d'argent qui est immobilisé pendant tout ce temps-là. Et en fait, ils ont fini par écouler les lots sans aucune difficulté sur le marché hollandais. Ils ont vendu les champignons sous forme de beignets, parce que les Hollandais, a priori, raffolent de beignets de champignons, sans tellement se soucier de savoir si y avait une problématique derrière, est-ce que quelqu'un était malade ou pas. Voilà, ils ont juste écoulé l'eau et puis ils s'en sont un peu lavé les mains. Des exemples comme ça, il y en a plein avec du thé, du thé qui était plein de pesticides, etc., etc. Donc ça, c'est pour ça, je vous laisse le découvrir parce que voilà, quand même le temps file. Et on a encore des choses à se raconter. L'autre livre que je vous conseille vraiment chaudement, c'est Le bon choix au supermarché. Ça c'est pareil, ça va beaucoup plus loin dans la réflexion et ça permet de faire des comparaisons, donc c'est vraiment très intéressant. Il y a le profil de Docteur Bonne Bouffe sur Instagram, qui est diététicienne. Je partage pas toujours son avis sur certaines de ses publications, mais elle fait un truc qui est génial, qui est des battles entre différents produits, et ça permet de savoir, de décrypter en fait ensemble les étiquettes et de savoir, entre deux produits de même catégorie, vers lequel s'orienter. C'est quelque chose que vous retrouverez aussi sur mon compte Instagram. On est plusieurs à faire ça, et j'espère de tout cœur qu'on sera de plus en plus nombreux à le faire. Voilà. Ensuite, alors je voudrais il nous reste quelques Kaina dit, au lieu de scanner les gâteaux, il vaut mieux en faire. Non, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, Charlène me dit, je reviens sur l'enrichissement des aliments. Le calcium en plus dans les laits végétaux est-il mauvais pour la santé? Le problème du calcium dans les laits végétaux, c'est que on part du principe en fait que comment je vais expliquer ça? On part du principe que on consomme du lait parce que c'est un apport de calcium. D'accord ? Quand les industriels font un lait végétal, ils essaient de reproduire un peu le principe du lait. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ajoutent du calcium dedans. En soi, il n'est pas nocif. Est-ce qu'il sera assimilable ? Je pense pas. Mais voilà, ça c'est une question à creuser. Mais voilà, pour expliquer un peu pour expliquer un petit peu le principe. Bonne soirée, Rebecca. Merci de nous avoir suivis.
Alors, je suis tellement contente que vous soyez là. C'est tout de suite, ça change tout. Alors, maintenant, on va jouer. On va jouer. Alors, dites-moi hyper rapidement. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez les cordons bleus, le surimi ou le Nesquik? Allez, hyper rapidement. Est-ce que vous pouvez me dire le premier qui commente, c'est voilà, c'est celui qu'on va décrypter. Allez, dites-moi. Nesquik, surimi ou cordon bleu? Tic tac, tic tac, tic tac. Surimi. Ok, alors le surimi, c'est une histoire merveilleuse. Le surimi, c'est une histoire absolument superbe. Dedans, donc il y a de la chair de poisson. Je vous laisse découvrir, l'étiquette. Donc il y a de la chair de poisson, il y a de l'eau, amidon de blé. Tiens, ça c'est le premier marqueur d'ultra transformation. De la fécule de pomme de terre. Ok. Lait écrémé, huile de colza, il y a du sucre évidemment, des arômes naturels. Heureusement, ça contient des poissons, des crustacés, des mollusques, etc. Et puis, il y a du colorant, de l'extrait de paprika. Je vous explique comment... il y a un excellent reportage qui est sorti là-dessus. Il me semble que c'est France 5 qui l'a diffusé. Comment est fait le surimi? Le surimi, c'est un truc qui est absolument génial et que je classe moi dans le top 3 de la malbouffe. Comment c'est fait? Alors, on prend donc la fameuse chair de poisson, on en fait une espèce de grande plaque comme ça, blanche, ok? On fait une deuxième plaque qu'on va venir colorer donc de paprika. On les superpose. Il y a une espèce de machine qui va venir griffer le dessus en fait du surimi pour lui donner la texture un peu dentelée en fait qu'on lui connaît. Ensuite, ça va être roulé, donc les deux vont être roulés comme ça, puis découpés en petites portions individuelles, ou je crois que c'est par 2 bâtonnets, un truc comme ça, mis sous plastique. Et là, tenez-vous bien, c'est cuit dans le plastique. Et ils expliquent ça pour des raisons d'hygiène, etc., etc., etc. Moi, j'ai très envie de poser la question du bisphénol. On ne sait pas. C'est une question à laquelle j'ai pas de réponse. Une chose est sûre, c'est que c'est cuit dans le plastique. Voilà, cuisson plastique. Voilà. Et ça, c'est un vrai. Le surimi, c'est un vrai problème parce que c'est un peu le réflexe alors, soyons d'accord, c'est pas du tout un jugement. Hein. Chacun fait comme il peut. Voilà, on est d'accord là-dessus. Mais moi, je l'ai vu souvent en consultation. C'est un peu le réflexe quand on est en train de préparer à dîner et qu'on a les enfants qui sont en train de s'exciter autour de nous parce qu'ils ont faim ou quoi que ce soit. On va leur donner soit un bout de pain, soit un morceau de surimi parce que c'est facile à manger, c'est coloré, c'est appétant, ça se mange avec les doigts, enfin voilà, c'est sympa, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, moi après j'ai des gamins qui viennent en consultation avec des dessins de poissons surimi. Voilà, qui pensent que le surimi c'est un poisson. Bon, voilà, je pense qu'il y a un peu de pédagogie à faire là-dessus. Encore une fois, ce n'est pas un jugement. Tout ce que je viens de vous raconter, ce n'est pas un jugement. Enfin, moi, il y a encore pas si longtemps, je consommais sans vraiment faire attention. C'est une démarche qui se veut progressive, d'accord? Vous avez été plusieurs à me parler du Nesquik. Il est 21h03, je prends 2 minutes supplémentaires pour vous montrer le Nesquik, parce qu'alors ça, c'est quand même grandiose, c'est l'apothéose du pic de glycémie. Décryptage. Le Nesquik, c'est de la maltodextrine, donc c'est du sucre. Ensuite, c'est de la dextrine de maïs, du sucre. Ensuite, il y a du cacao maigre de cacao. Ensuite, il y a du sirop de glucose, donc c'est du sucre. Ensuite, il y a un émulsifiant, la lécithine de soja. Ah, ça aussi, c'est un marqueur d'ultra-transformation. Donc ça agit comme un sucre. Et ensuite, on a toute la ribambelle de composants qui ont été donc ajoutés. Les minéraux, le sulfate de zinc, les vitamines, etc., etc., etc. Heureusement, c'est sans gluten. Tout va bien.
Donc voilà, ça c'est la petite bombe glycémique du matin et qu'on donne aux enfants avant de partir à l'école. Et voilà, et très souvent on est juste rassuré par le fait que sur l'emballage il y a écrit moins de sucre, et alors qu'en fait ce n'est que du sucre concrètement. Donc voilà, alors je lis en même temps. Hop. Bon, a priori, on est tous d'accord sur le fait que le surimi, c'est un peu cracra. Ok, alors. Charlène me demande si les produits sans gluten sont meilleurs pour la santé. Alors là, il faudrait pouvoir y consacrer un live en entier. J'ai envie de répondre, ça dépend. Et j'ai surtout envie de vous dire, mâchez. C'est surtout ça. Commencez par mâcher. Camille nous dit qu'elle a du Nesquik bio. Oups. Voilà, je t'invite à regarder les ingrédients. Ok, alors ensuite, je vous fais un rapide. J'abuse, hein. Allez, je vous fais un rapide détour par le cordon bleu parce que quand même le cordon bleu, il a cette spécificité que 15% de son poids, ce sont des additifs. Et ça, c'est absolument merveilleux. Et tout est déjà donné dans la phrase de départ qui est, écoutez bien, préparation de viande de poulet traitée en salaison, reconstituée, garnie de fromage fondu, de jambon d'Inde goût fumé, pané, frites, cuites, surgelées. Sachant que derrière, vous allez faire quoi? Vous allez le remettre à la poêle. Là, en termes de transformation, on est pas mal, quoi. On est sur un bon niveau, quoi. Quand on s'intéresse à la liste des ingrédients plus précisément, alors là c'est pareil, on retrouve de la dextrose, on retrouve de la poudre de lactosérum, ça c'est pareil, hein, tout ça c'est des dérivés aussi. Le sel de fonte, ce qu'on appelle sel de fonte, c'est ce qui donne c'est ce qui fait le coulant du fromage. C'est ce qui fait que voilà, on le voit d'ailleurs sur l'emballage, il communique beaucoup là-dessus. C'est le fromage voilà qui est coulant quand on appuie avec la fourchette dessus. Voilà, ça c'est la magie des sels de fonte. Les épaississants, les carragénanes. Les carragénanes ce sont des algues rouges. Qui apporte une texture plus épaisse et plus onctueuse aussi. C'est quelque chose qu'on trouve aussi beaucoup dans les crèmes glacées notamment. Voilà, ça vous allez trouver ça dans les cônes et tous ces trucs là, vous allez trouver ça là-dedans. Dextrose encore. Ensuite alors, parmi les ingrédients un peu qu'est-ce que ça fait là? On retrouve la protéine de pois. Là, il y a le fameux nitrite de sodium qui est inscrit en totalité. C'est le fameux E250, hein, vous vous souvenez. On trouve aussi, alors il me semble, ah oui, il y a de la fibre de pois aussi. Voilà. Et puis, on rajoute un petit peu de gluten de blé. Enfin, voilà. Le cordon bleu, c'est une belle joyeuseté. Alors. Voyons voir, je suis en train de... Tac. Exactement, Capucine dit, carragénane, ça donne du volume à l'aliment, mais ça ne nourrit pas, c'est tout à fait juste. Sel de fonte dans les triangles de Vachiri. Alors ça, je sais pas, j'ai pas vérifié. Nadine nous dit ça, mais j'ai pas pu... Je ne saurais pas répondre à cette question, je ne sais pas. Bien, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie